Donc je vais... c'est quoi? J'avais pas raison. Très bien, donc ce soir vous parler un peu des résultats de la culture. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour vous dire comment, où est-ce qu'on en est. Et l'idée, vous allez voir, c'est de commencer à travailler dans un domaine dans lequel, s'il y a des compétiteurs, c'est pas grave, mais si le domaine est entièrement vierge, vous pouvez y aller, vous êtes sûr que vous allez ramasser quelque chose. Donc la culture, c'était un domaine qui était quasiment vierge. C'est-à-dire que la culture microbienne, les dernières études qu'on trouvait qui avaient une signification dataient de 1974, quand on a commencé. Donc il y avait près de 40 ans que personne ne travaillait réellement là-dessus. Le dernier qui est vraiment travaillé dessus, c'est Feingold, et il avait trouvé 300 espèces différentes, bactériennes, chez 33 personnes différentes. Et puis ensuite, il y avait le travail de Moore, qui était à peu près contemporain, 113 espèces sur 20 personnes. Et donc, leur conclusion, c'est qu'il y avait 1% des bactéries du tube digestif qui pouvaient être cultivées facilement. Ensuite, est arrivé à partir de 2005 l'ère du pyroséquencing et de la métagénomie, dans laquelle on trouvait qu'il y avait entre 150 et 200 phylotypes. Maintenant, on appelle ça des OTU par personne, par gramme dans le tube digestif. Et puis avec 80% de ces bactéries qui étaient non cultivées. Alors nous, on a une approche qui est une approche qui s'est faite en plusieurs temps, avec le 16S-RNA. On était le premier laboratoire de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique, et avec Michel, on a commencé à faire des travaux. On a d'abord une collection de mérieux, et ensuite toutes les bactéries qui étaient un peu atypiques. On faisait du 16S et on a découvert d'ores et déjà d'espèces. Donc, simplement en 2 papiers, on avait décrit 29 nouvelles espèces chez l'homme. Donc, 16 premières 29 espèces nouvelles, tout court, et 16 qui étaient la première espèce, la première demande. La deuxième révolution, ça a été le Maltitov systématique. Donc, on a fait avec Pissette, ce premier papier qui était très, très cité, d'identification systématique et qui a été le premier à remplacer finalement la coloration de grammes par le Maltitov. Et depuis, il y a eu plus de 300 publications sur ce domaine. Et simplement, cette introduction du Maltitov a entraîné, vous voyez, ce changement très important du nombre d'espèces testées et du nombre d'espèces identifiées, parce qu'il suffisait que la bactérie soit dans la banque de données pour qu'on l'identifie. Et donc, on a identifié dans le laboratoire, depuis 2002, à peu près 600 espèces bactériennes différentes. Et puis, on est rentré dans un premier défi, et comme je vous l'ai dit, comme plus personne ne travaillait sur la culture, qu'on avait tous les outils qui étaient en place avec le Maltitov, avec le 16S, eh bien, on a décidé d'attaquer très brutalement le sujet, en se disant, écoutez, c'est pas un problème, puisque personne ne travaille là-dessus, on va battre tous les records du monde, parce que c'est facile. Donc, il n'y a pas de concurrence, il suffit de travailler. Et donc, en particulier, on savait que la métagénomique était très incomplète, parce que vous voyez, quand vous amplifiez, quand vous partez de 10 puissance 12, même si vous descendez très bas, vous avez des capacités de séquençage extrêmement importantes, en réalité, tout ce qui est en dessous de 10-6, vous ne pouvez pas y avoir accès. D'accord? Et là-dedans, il y a des bactéries très très importantes. Hein. Il y a la bactérie de la typhoïde, il y a la bactérie qui a proféré des yersignoses. Et donc, il y a un biais de profondeur, puis il y a beaucoup d'autres biais dans l'amplification et le séquençage. Et donc, on a voulu mettre au défi la génomique. C'est un premier défi en disant, écoutez, peut-être qu'il y a 80% des OTU que l'on va trouver par métagénomique qui ne seront pas cultivés, mais nous, on va se mettre dans une situation dans laquelle 80% des bactéries que nous avons cultivées ne seront pas trouvées par métagénomique, parce que soit les techniques d'extraction, soit la profondeur ne permettent pas de les trouver. Donc ça, c'est vous connaissez là-dessus, c'est le team actuel de la culture humide. Il est quand même spécifiquement africain. Il y a beaucoup d'Africains dans la culture humide. Je ne sais pas ce qui fait que les Africains sont percés dans la culture humide. Et donc le premier qu'on ait fait, c'est avec trois jeunes masters que j'ai eu l'occasion et la chance d'encadrer les uns après les autres. Mathieu, puis Jean-Christophe et puis Perry Lugon.
Et donc, hop, ça a été ça notre premier record. C'est-à-dire que en trois selles, on a obtenu plus de 350 espèces nouvelles en testant 32 000 colonies. Donc c'était 340 espèces, donc 30 espèces entièrement nouvelles. On a fait le génome, on a séquencé. C'était l'introduction de la culture au mix, et c'était notre premier record. Un des éléments qui est toujours savoureux dans le laboratoire, c'est la préparation du rumen, qui est une clé dans au moins 30% des primo-isolements, qui déclenche toujours une certaine agitation du flux, à la fois de l'odeur et de la qualité, tout ça. Et ces systèmes commencent à être rétablis avec deux revues récentes que l'on a faites avec Jean-Christophe sur ce domaine. Vous voyez que le résultat de ça montrait bien qu'effectivement notre pari initial, qui était ça c'est la culture mix, ça c'est la pyroséquencing sur les trois mêmes selles, et vous voyez qu'il n'y a que 15% en commun. Donc la proportion de bactéries non identifiées par métagénomique parmi ces cultures cultivées et non identifiées par la culture parcelle qui sont obtenues par pyroséquençage est de même nature. Et que donc en réalité ça n'est pas, on ne peut pas dire que l'une est exhaustive et l'autre est relative, c'est pas vrai. On voit des mondes différents par la culture et par le pyroséquençage. Et puis, du coup, ça nous a permis d'avoir d'autres records, de faire ces multiplications de techniques de culture. Michel a isolé la plus grande archée qui était isolée chez un homme, c'était le deuxième record. Avec Jean-Christophe, je crois, on a isolé Microvirga, qui est la plus grosse bactérie jamais isolée chez l'homme, et puis avec Bernard Lascola, c'était à l'époque le plus grand virus isolé chez l'homme. Depuis, on a isolé, Bernard a isolé un mini-virus d'une selle aussi qui a battu le record de celui-là. Et il y a eu une revue récente qui est autonome, indépendante de nous, et qui a été faite avant tous les travaux dont je vais parler maintenant, puisque à ce stade-là, il y avait eu 3 publications faites sur la culture mix des bactéries, 3 publications faites sur les champignons, 3 publications faites sur les archées, et la conclusion, c'est qu'un tiers des microbes qu'on trouve dans le tube digestif ont été trouvés par notre équipe. Depuis, on a multiplié les conditions en prenant d'une part des conditions pathologiques un peu différentes, parfois des séries récoltées pour d'autres conditions, mais l'ensemble de ce qui a été testé, c'est là, et vous allez voir, à la fin, on a fait près de 700 000 spots de colonies pour pouvoir réussir à augmenter le microbiote, et vous voyez, dans chaque condition, vous voyez ce qui est en violet, eh bien, ce sont les espèces entièrement nouvelles qui ont été décrites à cette occasion dans le laboratoire. Donc, petit à petit, on tente de standardiser les techniques de culture. Là, on en est à standardiser 18 conditions de culture. On a 8 qui sont qui sont indispensables, 18 qui permettent d'avoir 80-90%, et puis d'autres qui permettent. Et donc, si vous regardez la variabilité, vous voyez les différents prélèvements qui ont été étudiés, vous voyez que chaque prélèvement nous a amené à avoir une espèce entièrement nouvelle que l'on n'avait pas dans les autres types de prélèvements. Et si vous regardez ce qui est en train de se passer maintenant, vous voyez qu'en tout, on a testé pour la culture mix simplement du tube digestif, c'est-à-dire sur les fesses, ont été testées 677 000 colonies, ce qui a permis d'avoir 838 espèces différentes. Et donc vous voyez, il faut 800 spots pour avoir une espèce différente en moyenne. Parmi celles-là, il y en avait 317 qui étaient déjà connues chez l'homme, les autres n'étaient pas connus, 203 étaient connus dans l'environnement, mais pas chez l'homme, et 200 étaient connus chez l'homme, mais pas dans le tube digestif, et 117 sont entièrement étaient totalement inconnus. C'est à mettre en perspective ça avec ce que l'on sait, et donc ça c'est un 5e record, c'est que globalement on sait, ça c'est un papier qui va sortir dans Access Infectious Disease, qu'il y a un peu plus de 2200 bactéries qui ont été isolées au moins une fois chez l'homme, dont un peu plus de 1000, les autres avaient trouvé 900, nous on pense qu'il y a 1188 bactéries qui ont été isolées au moins une fois du tube digestif. Donc, et là c'était le record qu'on s'était dit, parce qu'au fur et à mesure on essaie d'avoir des records qui soient de plus en plus mégalomaniaques. C'est le reste du monde, depuis l'aube de l'humanité, a trouvé 656 bactéries, et nous on en est à 849 bactéries, peut-être même un peu plus maintenant. Donc il y en a, et si vous regardez la structure de ça, eh bien il y a celles-ci qui sont en commun, celle-ci qui était connue chez l'homme, mais pas dans le tube digestif,
Là, c'est le premier isolement chez l'homme, et là, c'est la première nouvelle espèce. Et ici, vous voyez que simplement la culture humide, incluant les parquets, a permis d'avoir 838 espèces différentes qui sont à comparer à 650. Donc c'est un 5e record. Ensuite, et ça beaucoup plus récemment, j'ai été très surpris et irrité d'ailleurs de voir qu'il y a des gens qui avaient pensé à faire ça en nous, était à regarder le microbiote des urines. Et la manière dont ça s'est passé, c'est que c'est parti de quelque chose de très technique, c'est-à-dire des ponctions suspubiennes avec de la métagénomique, en particulier chez les femmes qui se plaignent d'avoir des impatiences urinaires. Et dans les métagénomiques, c'est ce premier papier, ce qu'ils ont trouvé en réalité, c'est que c'était des bactéries qui avaient déjà été trouvées dans les urines, et qui étaient souvent des bactéries à croissance lente, et que le nombre de copies était faible. Et donc, tu vas penser à quelque chose de très simple, les urines, on ensemence en réalité depuis le truc du monde de Casse, c'est-à-dire depuis qu'on dit qu'il faut 10 puissance 4 bactéries par millilitre pour avoir une infection urinaire, on ensemence 1 microlitre d'urine. Et donc tout ce qui est en dessous, pas trouvé. Donc toutes les bactéries, peu de bactéries en réalité, on passe à côté. Et donc lui a commencé à inoculer simplement, il a fait deux choses très simples. La première, il a inoculé 100 microlitres au lieu d'inoculer 1 microlitre. Et puis il a gardé 72 heures au lieu de jeter les boîtes à 24 heures. Et là, il a trouvé tout ce qu'il voulait. Enfin, une grande partie des bactéries. Et donc, nous, on a fait la même chose, on a poussé les choses un peu plus loin. On inocule 1 millilitre et simplement en 5 mois, ces deux projets de recherche qui sont dans le laboratoire de Master, eh bien, vous voyez, en 5 mois, d'ailleurs, on vient de dépasser toutes les bactéries qui ont été répertoriées dans la littérature mondiale dans les urines, qui sont 236, on est arrivé à 238, et donc c'est notre 6e record. Un travail qui est commencé par Pierre-Edouard Fournier, actuellement c'est celui du microbiote des sinus, et vous voyez, aussi il vient à peine de commencer, donc Pierre-Edouard n'a pas encore son record, mais ça va venir, mais on avance correctement, puisque il y a 117 bactéries qui ont été répertoriées, et pour l'instant, il en est à 70, et ça va avancer. Et puis, si on regarde maintenant le nombre de bactéries qui ont été trouvées pour la première fois dans le laboratoire avec les différentes techniques, les bactéries fastidieuses, anaérobies, celles de la culture humide, c'est les autres décrites dans l'urmine, eh bien, il y a 457 bactéries, vous voyez, sur les 2200 qui ont été trouvées pour la première fois au monde dans le laboratoire, ce qui veut dire 20% de toutes les bactéries qui ont été isolées chez l'homme. Et c'est notre 7e record. Pour les archées, personne ne regardait les archées, et puis on a commencé à décider de regarder ça avec Michel, en particulier du fait qu'on pensait que tous les hommes devaient être porteurs d'archées dans les selles, parce que les archées méthanogènes sont indispensables pour transformer l'hydrogène en méthane. Et que sinon, s'il reste des tensions d'hydrogène importantes, en réalité, ça empêche les réactions enzymatiques normales, et les processus enzymatiques s'arrêtent, en particulier tous ceux qui utilisent l'adage d'APH. Donc, faire une longue histoire, une courte histoire, eh bien, d'abord, Michel, avec les méthanogènes, a enrichi, il y avait 3 bactéries qui avaient été cultivées du tube digestif chez l'homme, qui étaient celles-là. Michel les a enrichies de ces 3 nouvelles méthanogènes, et puis, avec sa mère, on les a enrichis des deux premières halophiles, puisqu'on ne savait pas qu'il y avait qu'il pouvait y avoir des archéalophiles chez l'homme, et donc c'était un 8e record, le 9e étant, d'ailleurs c'est assez intéressant parce que du coup on peut trouver ça dans des situations pathologiques, puisque Michel a trouvé ça dans des abcès cérébraux, dans des sinusites, ce qui n'est pas étonnant, ça fait partie de la flore vocale multimicrobienne que l'on trouve et dans les sinusites des abcès cérébraux. Par ailleurs, Michel a trouvé pour la première fois 2 cas de planctomycètes chez les gens avec des leucémies myéloïdes. Et puis le deuxième record, c'était celui-là, c'était la première, c'est très joli, les archéalophiles, parce que c'est rouge vif, c'est ce qui donne la couleur, il y a des lacs qui ont une couleur, des lacs salés qui ont une couleur rouge vif, comme ça. Ça vient des halophiles qui sont dedans. Et donc, c'est les premières bactéries halophiles, les premières archéalophiles qui étaient trouvées dans le tube digestif ont été trouvées avec sa mère. Ensuite, Michel a commencé à travailler avec Nina Bouba sur les eucaryotes dans les selles, globalement là, simplement sur les champignons. Effectivement, les gens qui travaillaient et qui ont refait cette revue, plus les revues qu'on a fait, nous montrent que vous voyez, le reste des laboratoires est à 55 espèces qui ont été cultivées à partir du digestif. Et nous en sommes à 49. J'ai bien confiance qu'avant septembre,
Si on n'a pas encore, on l'aura d'ici septembre. Et puis les nouvelles cibles sont les archées, ce sont les anaérobies et les archées, et grâce aux antioxydants, vous voyez quelque chose qui est très simple, mais qui paraît invraisemblable pour personne. Et la notion d'anaérobie, c'est une notion qui a plus de 100 ans, elle date de Pasteur, et qui n'a pas été remise en cause, on ne sait pas très bien pourquoi, parce qu'en réalité, il suffit, vous voyez, c'est un tube de Schindler qui a été désoxygéné, et donc il suffit de rajouter des antioxydants, en réalité, pour cultiver les anaérobies en aérobiose. Et donc, on a fait beaucoup de papier là-dessus, mais surtout, si vous regardez ce milieu, quelqu'un qui fait la microbiologie pense qu'une telle diapositive est impossible, parce que vous avez des aérobies strictes sur cette plaque, comme Micrococcus luteus, et puis vous avez des anaérobies strictes, comme les bactéroïdés, Clostridium perfringens ou Fingolia. Et donc, qu'un seul milieu vous permette de faire ça, ça paraît difficile à penser. Pourtant, on vient de regarder, notre conclusion, c'est que 99,8% des bactéries actuellement isolées dans le laboratoire Latimov peuvent être cultivées sur ce milieu. Les rares exceptions, parmi les rares exceptions, il y a Mycobacterium tuberculosis, mais peut-être tout le reste pousse. Donc, il y a là beaucoup de travail, donc si vous voulez continuer à battre des records, c'est pas très compliqué, parce que vous voyez, on connaît maintenant 12 000 espèces de bactéries, et on estime qu'il y en a probablement 100 millions, entre 10 et 100 millions. On connaît 10 000 espèces d'archées, beaucoup, surtout dans l'environnement, seulement une dizaine chez l'homme, et on pense qu'il y en a 10 millions. Vous voyez, chez les eucaryotes, c'est la chasse est moins productive. Les animaux, on doit connaître à peu près la moitié des animaux, les vertébrés 65%, les arthropodes probablement 10%, et pour les champignons, vous voyez qu'on a une situation qui est proche, un peu moins mauvaise que celle-là, parce qu'il y a beaucoup de champignons visibles, et là aussi il y a énormément de choses à trouver, et que donc il suffira de choisir. L'idée générale, vous voyez, de ce travail, et la raison pour laquelle ça a été mené ici, ça n'a pas été mené ailleurs, c'est parce qu'on pensait que les théories qui étaient basées sur l'idée que nous avions une connaissance qui était à peu près complète du monde qui nous environnait est une idée qui est complètement erronée. Et donc vous voyez que même maintenant, et même avec les moyens que nous déployons, nous n'arrêtons pas de trouver des choses parce que le monde est infiniment plus compliqué, infiniment plus complexe, et infiniment plus d'espèces que ce que vous imaginez. Donc c'est un monde qui est en devenir, auquel beaucoup d'entre vous ont participé, et je vous remercie à cette occasion. Très bien.